RFI, la voix de l'Amérique. Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. On commence par les titres. En Grande-Bretagne, Theresa May n'aura pas tenu jusqu'au bout. Usée par le complexe dossier du Brexit, la première ministre britannique annonce qu'elle démissionnera le 7 juin. Au Burkina Faso, des centaines de camionneurs sont en colère et le font savoir. À l'origine de ce mécontentement, une décision du maire de Ouagadougou. Mais la ville ne peut être traversée. Ici aux États-Unis, l'administration Trump impute la mort de plusieurs enfants de migrants à la frontière sud à l'escalade de la crise humanitaire et sécuritaire. Bonsoir à tous. En Grande-Bretagne, la première ministre Theresa May a annoncé sa démission aujourd'hui. Elle dit regretter profondément de ne pas avoir pu mener à bien la sortie de son pays de l'Union européenne, désormais prévue le 31 octobre. Elle cessera de diriger le Parti conservateur le 7 juin et elle quittera son poste lorsque son successeur aura été choisi le 20 juillet. Son départ ouvre la voie à l'arrivée au pouvoir d'un nouveau Premier ministre qui pourrait vouloir une rupture plus nette entre le Royaume-Uni et l'Union européenne pour sortir de l'impasse sur le Brexit. Compte rendu, Jacques Aristide. Éprouvée par les affres du Brexit, Theresa May a finalement rendu les armes en larmes. Je vais bientôt quitter une fonction qui a été l'honneur de ma vie de remplir. La seconde première ministre femme, et certainement pas la dernière. Je partirai sans amertume, mais avec une énorme et infinie gratitude pour avoir eu l'opportunité de servir le pays que j'aime. Elle a succédé à David Cameron pour conduire le Royaume-Uni hors de l'UE après le référendum de juin 2016. Mais l'accord de divorce qu'elle a conclu avec Bruxelles a été rejeté à 3 reprises par les députés britanniques. Son ancien ministre des Affaires étrangères, Boris Johnson, donné favori pour lui succéder, a déjà donné le ton. Le pays, dit-il, quittera l'UE le 31 octobre, accord ou pas, ce que rejette le Parti travailliste. Nous voulons éviter un Brexit sans accord. Je pense que nous avons besoin d'élections générales. Nous n'avons pas besoin d'un autre chef conservateur installé par les députés conservateurs. Quant à la Commission européenne, elle maintient que ce départ ne change rien à l'accord de sortie. Indépendamment de ce qui se passe actuellement en Grande-Bretagne, le gouvernement allemand mettra tout en œuvre pour instaurer un bon partenariat et une sortie ordonnée. Le mandat de Theresa May aux airs de chemin de croix pour les observateurs, tant elle a rencontré d'adversité, de critiques, voire de complots au sein de son propre parti, restera comme l'un des plus courts de l'histoire des premiers ministres britanniques depuis la Seconde Guerre mondiale. Pour analyser cette actualité, retrouvons John Henley, grand reporter au journal anglais The Guardian. John Henley, bonsoir. Bonsoir. Merci pour votre disponibilité. Theresa May, usée par l'interminable casse-tête du Brexit qu'elle n'a pas su mettre en œuvre, a donc annoncé sa démission au bord des larmes. Quelle lecture faites-vous de sa décision ? Écoutez, c'était inévitable depuis plusieurs mois maintenant. Elle a mis à dos une bonne partie de son propre parti, du Parti conservateur. Elle est revenue de Bruxelles à la fin de l'année dernière avec un accord pour sortir de l'Union européenne qui ne plaisait à personne. Pour la moitié de ses députés, ça n'allait pas assez loin. Parce que ça laissait la Grande-Bretagne trop proche de l'Union européenne et pour d'autres, ça allait déjà trop loin.
Donc voilà, personne n'était satisfait. Elle était coincée entre son propre parti, un manque de volonté totale du parti de l'opposition, des travaillistes, de coopérer avec elle, et Bruxelles, ou les 27 autres pays de l'Union européenne, qui, eux, avaient négocié l'accord selon leurs règles et qui n'étaient pas et qui ne seront pas prête à renégocier. Alors, son départ renforce-t-il la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, une sortie sans accord? Je dirais oui, qu'une sortie sans accord est devenue plus probable, mais aussi, bizarrement peut-être, pas de sortie du tout. Pourquoi ? Tout simplement parce que rien n'a changé en fait, et un changement de Premier ministre ne changera pas le problème de Brexit. Le problème de Brexit, c'est qu'il n'y a pas de majorité au sein du Parlement britannique, au sein de la Chambre des communes, pour aucune forme de Brexit. Il y a Brexit avec deal, Brexit sans deal, Remain, deuxième référendum, nouvelles élections. Il y a pas de majorité du tout. Alors, et comme je l'avais dit, Bruxelles ne va pas bouger. Donc, qu'est-ce que son successeur va pouvoir faire? Alors, vous parliez de Bruxelles. On parle aussi des élections européennes qui ont commencé hier. Un petit mot là-dessus? Oui, on va voir une montée des populistes, une montée des eurosceptiques, pas énorme. Ils vont finir peut-être avec un tiers des sièges au Parlement européen, mais ils sont tellement divisés entre eux que je pense qu'il trouvera ça très difficile de former un bloc cohérent et cohésif. Donc voilà, ça va compliquer le travail du Parlement européen, mais ça ne va pas l'empêcher. John Henley, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes grand reporter au journal anglais The Guardian. Le feuilleton Julian Assange est loin d'être terminé. La justice américaine annonce avoir retenu 17 chefs d'inculpation supplémentaires contre le fondateur de Wikileaks, accusant le lanceur d'alerte australien d'avoir conspiré pour obtenir des informations classifiées et dévoiler l'identité de sources confidentielles. Dans un communiqué, le département de la justice américain a déclaré qu'Assange a mis en danger la vie de nombreuses sources des services américains en dévoilant leur identité, parmi lesquelles des journalistes, des chefs religieux, des opposants politiques et défenseurs des droits de l'homme. Julian Assange a été arrêté le 11 avril dernier par la police britannique à l'ambassade d'Équateur à Londres, où il s'était réfugié en 2012. Il a été condamné à une peine de prison de 50 semaines pour avoir enfreint les conditions de sa mise en liberté conditionnelle. L'administration Trump a imputé la mort de plusieurs enfants de migrants à l'escalade de la crise humanitaire et sécuritaire à la frontière sud des États-Unis. Le chef du département américain de la sécurité intérieure a déclaré au Sénat que le nombre d'arrivées avait augmenté ces derniers mois, rendant difficile le traitement des familles et des enfants non accompagnés. Slatika Rock nous indique dans son reportage que la mort des enfants détenus a provoqué un scandale. Les précisions avec Irénée Herman Umbo. Des images de migrants enfermés dans des grillages dans l'attente d'être auditionnés. Des histoires d'enfants séparés de leurs parents et d'enfants couchés à même le sol à la frontière ont suscité les critiques de groupes de défense des droits de l'homme, d'hommes politiques et de simples citoyens. Un garçon guatémaltèque âgé de 16 ans décédé des suites de la grippe au début de ce mois est le 6e enfant migrant à rendre l'âme dans l'un de ces centres de détention. Sa famille, notamment sa mère Gilberta Vaquez, souhaite avoir des informations sur sa mort. Il n'y a pas d'informations sur comment il est mort. C'est ce que je veux savoir. Donc je me bats pour ça et aussi pour qu'il m'envoie le corps dès que possible.
Le secrétaire par intérim du département de la sécurité intérieure, Kevin McAleenan, a déclaré que l'agence manquait de fonds pour prendre en charge de manière adéquate le nombre sans précédent de familles à la frontière. Près de 110 000 migrants ont tenté de traverser la frontière sans statut légal le mois dernier. Plus de 65% étaient des familles et des enfants non accompagnés. La politique d'immigration de Trump a été attaquée par les démocrates. Un législateur de l'Illinois a accusé mercredi l'administration de cruauté intentionnelle. Sa déclaration a été radiée des archives officielles, mais elle a illustré l'ampleur de la division partisane en matière d'immigration. Jeudi, le sénateur républicain Mitt Romney a appelé démocrates et républicains à travailler ensemble pour garantir la sécurité aux frontières. Actualité également ce soir en Algérie. Des dizaines de personnes ont été arrêtées par la police ce matin près de la Grande Poste à Alger, point de rassemblement du 14e vendredi de manifestation pour réclamer le départ des figures liées à Bouteflika et l'annulation de la présidentielle prévue le 4 juillet. D'importantes manifestations se sont également déroulées dans plusieurs autres villes d'Algérie, dont Oran et Constantine, deuxième et troisième villes du pays, selon le site d'information Tout sur l'Algérie. Comme les précédentes semaines, les slogans visent particulièrement le général Ahmed Gaïd Salah, chef d'état-major de l'armée, devenu de fait l'homme fort du pays depuis la démission d'Abdelaziz Bouteflika. Et ce nouveau drame de l'immigration, les gardes-côtes libyens disent avoir secouru près de 300 migrants clandestins africains et asiatiques. 87 d'entre eux, dont 6 femmes et un enfant, se trouvaient à bord d'un bateau sur le point de couler à l'est de Tripoli. D'après le général Ayoub Kassem, porte-parole de la marine, ces migrants, tous originaires de pays africains, ont été ramenés à la base navale de la capitale libyenne. Dans une opération distincte, un bateau des gardes-côtes a également secouru 203 autres migrants à bord de 2 embarcations au large de Sliden, toujours à l'est de Tripoli. Originaires de pays africains et asiatiques, ils ont été débarqués et remis à un centre de rétention de migrants. Direction le Burkina Faso. L'on pourrait qualifier cela de grève des poids lourds. Depuis lundi soir, des centaines de camionneurs bloquent les accès de la capitale burkinabé. Ils contestent une décision du maire de Ouagadougou, la capitale, qui oblige désormais ces véhicules gros porteurs à ne traverser la ville qu'entre 22h et 5h du matin. De Ouagadougou, les précisions de Lamine Traoré, notre correspondant sur place. Long file de plusieurs kilomètres de gros porteurs. Nous sommes à Boulmiougou, sortie ouest de Ouagadougou. Des chauffeurs ont décidé d'arrêter les moteurs pour dénoncer la décision municipale. En tout cas, on n'est pas d'accord. Nous sommes les chauffeurs. En tout cas, on fait beaucoup de pays. Mais les autres pays, ce n'est pas comme ça. Parce que même pas le Ghana même d'abord, tous les pays francophones, il y a des heures de pointe. Mais la journée, c'est réglementé. De 6h à 22h. Bon, vraiment, ça... Quand même, ça ne nous arrange pas. Nous, les chauffeurs, ça ne nous arrange pas, surtout nous, les étrangers. À défaut de parking, ces véhicules sont stationnés sur les voies et perturbent sérieusement la circulation. Non, ça percute la circulation, c'est pas bon. Donc, il faut qu'il y ait voir le cas. Bon, ça peut prouver d'accidents. Souvent, même, ça bloque même beaucoup le travail avec les gens. C'est pas bon aussi. Le maire insiste que sa décision est bonne et va permettre de fluidifier la circulation et d'éviter que ces poids lourds provoquent encore des accidents. On ne leur demande pas de circuler de 22h à 5h du matin. On leur demande, ils peuvent circuler à tout moment en dehors de la ville, mais la ville ne peut être traversée que de 22h à 5h du matin. Donc il y a une nuance qu'il va falloir faire et il va falloir être précis. On a une réunion encore avec eux. J'espère que nous allons pouvoir les convaincre à accepter ce nouveau règlement. C'est vrai que tout changement est difficile. Cette grève des transporteurs vient encore alourdir le climat social qui était déjà intense. Depuis lundi, les travailleurs de la santé, eux, sont en grève. La grève des transporteurs a déjà des répercussions, notamment des pénuries sont constatées dans des stations. Lamine Traoré pour VOA Afrique, Ouagadougou.
Et puis en RDC, l'ancien porte-parole du gouvernement Lambert Mende a annoncé qu'il portait plainte contre l'actuel ministre de l'Intérieur après sa brève arrestation dimanche pour une présumée affaire de recel de diamants. La plainte vise également le directeur des renseignements généraux de la police, le général Vital Awasango, et un autre officier. Le député Lambert Mende affirme avoir été violenté lors de son interpellation. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique. Aujourd'hui sur VOA Afrique, les titres de cette seconde partie de votre journal. Les pays d'Afrique de l'Est sont en guerre contre les produits éclaircissants pour la peau. Ils appellent à une interdiction régionale de leur importation et de leur fabrication. Le 72e Festival de Cannes ferme ses rideaux demain. De nombreux films étaient en compétition cette année. Retour sur une semaine pleine de surprises. En sport, le Gabon est éclaboussé par un scandale. Des joueuses de l'équipe nationale de moins de 20 ans auraient été victimes de maltraitance et d'agressions sexuelles. Une enquête a été Les pays d'Afrique de l'Est sont sur le point d'interdire les produits éclaircissants pour la peau contenant de l'hydroquinone, un agent médical lié à des problèmes de santé lorsqu'il est utilisé à forte concentration. L'Assemblée législative de l'Afrique de l'Est a adopté la semaine dernière une résolution appelant à une interdiction régionale de la fabrication et de l'importation des produits à base de ce composé organique. Un récit de Nathalie Barge sur ce reportage de Moses Aviarimana à Arusha. Pendant des années, Janet Johnny Josephou, une vendeuse de vêtements âgée aujourd'hui de 32 ans, utilisait des produits éclaircissants pour la peau contenant de l'hydroquinone. Mais elle a arrêté après avoir constaté que sa peau était devenue fragile. J'avais l'habitude d'utiliser des produits de beauté contenant de l'hydroquinone et cela affectait gravement ma peau car je développais des plaques sur le visage. Je suis allée chez le médecin, on m'a conseillé de cesser de l'utiliser et d'utiliser plutôt de l'aloe vera. Les produits éclaircissants pour la peau contiennent souvent de fortes concentrations d'hydroquinone, ce qui peut causer des problèmes de peau. Et lorsqu'ils sont mélangés avec d'autres produits chimiques de blanchiment, ils peuvent devenir toxiques. L'hydroquinone est utilisé non seulement par les femmes, mais également par les hommes. Nous avons vu des hommes se blanchir sérieusement, plus encore que les femmes. Mais cela devient un problème. Si nous ne le réglementons pas, cela deviendra très problématique. L'hydroquinone utilisée à des fins médicales peut être un traitement efficace contre la décoloration de la peau. L'interdiction généralisée d'un article que nous reconnaissons généralement comme faisant désormais partie du contenu de la plupart des produits cosmétiques entraînera une grave perturbation des échanges commerciaux. Les critiques soulignent que les interdictions n'ont pas empêché les produits de contrebande d'hydroquinone d'être vendus ouvertement. Au 33e jour de la Pâque juive, plus de 7000 Juifs sont venus des États-Unis, de France ou d'Israël
pour assister à la visite annuelle de la synagogue de la Riba, la plus ancienne synagogue d'Afrique. L'arrivée des Juifs sur l'île de Djerba remonte à la destruction du temple de Jérusalem en 587 avant Jésus-Christ et la communauté juive tunisienne, environ 100 000 personnes dans les années 50, plus que 1500 aujourd'hui, s'accrochent à ces traditions. Fait marquant, ce pèlerinage coïncide cette année pour la première fois depuis 1987 avec le mois saint musulman du Ramadan. L'occasion pour la Tunisie de valoriser le vivre ensemble. Claire Morin-Gibourg. À l'intérieur de la synagogue de la Riba, des visiteurs pratiquent ces traditions et coutumes, en commençant par la prière et en allumant des bougies dans une ambiance festive. Puis, ils écrivent leurs vœux sur des œufs qu'ils placent dans une cavité de la synagogue. Une tradition spécifique de la Riba, respectée des Juifs, mais aussi de certaines musulmanes. Je suis venue aujourd'hui à la Griba après des années d'absence pour assister à un événement historique, la preuve que Juifs et musulmans peuvent cohabiter en harmonie afin de célébrer ce pèlerinage sacré. Sous haute sécurité, plusieurs personnalités politiques et des grandes figures internationales assistent à l'événement, dont le ministre du Tourisme, René Trabelsi, premier juif à être ministre en Tunisie depuis l'époque de Bourguiba. Selon lui, le nombre de pèlerins a doublé par rapport à l'année dernière. Aujourd'hui, on voit que tous ces gens-là ont confiance de nouveau pour la Tunisie, qui reviennent pour le pèlerinage. Grâce d'abord à la sécurité qui est en Tunisie et aussi grâce à une réponse, à la communauté juive d'origine tunisienne, au gouvernement tunisien qui est en train de faire un très bon travail, qui est en train d'avancer. Cet événement est une occasion de célébrer des valeurs telles que la tolérance, la fraternité, la concorde et surtout l'acceptation des autres malgré toutes nos différences. Je crois que le fait de voir la Griba est un message en lui-même, un message de coexistence, un message de paix et que je pense que d'autres pays rêveraient de la voir. Après 6 jours de pèlerinage, une sortie de Mnara clôture les festivités de la Riba, un rassemblement qui unit toute la communauté juive. Et puisque c'est le mois de Ramadan, un iftar collectif a rassemblé les musulmans, les juifs et tous les visiteurs de la synagogue. Une preuve de plus qu'à Djerba, la fraternité est une réalité. Un reportage de Mabrouka Kedir qui nous amène donc au sport avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, un scandale qui éclabousse le Gabon. Bonsoir. Bonsoir John et bonsoir à vous, amis sportifs. Effectivement, un scandale dans le football féminin gabonais. Des témoignages font état d'agressions sexuelles commises contre des joueuses de l'équipe nationale des moins de 20 ans par leur encadreur. C'était lors de la participation des Panthères juniors à la Sud Ladies Cup à Marseille, en France donc. Avec 44 buts encaissés et aucun marqué en 5 rencontres, les filles ont connu un enfer sur le terrain, disons, mais aussi en coulisses, téléphones et passeports confisqués, entassés à plusieurs sur des matelas dans des chambres d'hôtel. Elles disent aussi avoir été victimes d'agressions sexuelles. Le ministre des Sports, Alain-Claude Bilibinzé, dit avoir saisi le procureur pour l'ouverture d'une enquête qui pourrait aboutir, si les faits sont établis, à des poursuites judiciaires contre les auteurs présumés. Et puis, c'est le match du jour, la finale aller de la Ligue des champions CAF se joue ce soir. Le club marocain du Wydad reçoit celui tunisien de l'Espérance sportive à 22h temps universel. Les Wydadis ont une revanche à prendre face aux champions tunisiens en titre. La dernière finale entre les deux clubs en 2011 avait tourné à l'avantage de l'Espérance. Cette fois encore, les 100 et or 3 fois sacrés dans cette compétition font figure de favoris. Le match aller à Rabat sera donc décisif pour les deux équipes, d'autant que 12 joueurs au total sont sous la menace d'une suspension, 5 côté Wydad et 7 côté espérantiste. Le match retour se jouera dans le bouillant stade de Rades le 31 mai. Et puis, au Ghana, André Ayou est le nouveau capitaine des Black Stars. Le milieu offensif du club turc de Fenerbahçe, 30 ans, a été choisi par le sélectionneur Kwesi Appiah pour succéder à Asamoah Gyan.
Après la défection surprise de celui-ci lundi, Dian, 33 ans et 106 sélections, avait annoncé sa décision de prendre sa retraite internationale pour protester contre l'intention du sélectionneur de ne pas le nommer capitaine à la CAN 2019. Le meilleur buteur de l'équipe du Ghana avec 51 réalisations est revenu sur sa décision sur demande présidentielle. Il a été élevé au rang de capitaine général par la Fédération ghanéenne de foot. Pour rappel, André Ayew était le capitaine des moins de 20 ans, sacré champion du monde en 2009. Voilà donc qui met fin à cette crise de brassard au sein de l'équipe ghanéenne. À lundi prochain. Merci Yacouba. On se retrouve lundi pour la revue sportive du week-end. Parlons cinéma. Le 72e festival de Cannes tire vers sa fin. 39 pays au total ont été représentés en production ou coproduction, court et long métrage, tout en maintenant un lien solide avec son passé et en cherchant à préserver ses valeurs fondamentales le festival a évolué au fil des années. C'est donc la célébration du film et la découverte de nouveaux talents. Qui rentrera avec la Palme d'Or cette année? Retour sur une semaine pleine de surprises et c'est avec Arzouma Compaoré. À chaque nouvelle édition du Festival de Cannes, c'est le monde entier qui se rencontre autour d'expériences partagées et la découverte de cultures différentes. Cette édition aura été marquée notamment par la présence de l'équipe choc du film de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, la remise d'une palme d'or à Alain Delon pour l'ensemble de sa carrière aura également été l'un des temps forts du festival. À la veille de la fin de près de 2 semaines de compétition, les pronostics, eux aussi, vont bon train. Dans la course à la Palme d'Or, le Français Lajli avec Les Misérables, les frères Dardenne avec Le Jeune Ahmed, Terrence Malick avec A Hidden Life, le Chinois Diao Yinan avec son film The Wild Goose Lake, ou encore la franco-sénégalaise Mati Diop avec son film Atlantique. Mati Diop et ses comédiens sous les applaudissements du reste de son équipe. Selon le magazine professionnel, le film français, le film de Pedro Almodovar, Douleur et gloire, arrive en tête des critiques français pour recevoir la Palme d'Or. Le réalisateur espagnol est talonné par le film du sud-coréen Bong Joon-ho, également plébiscité plusieurs fois. Dans le jury de cette année, présidé par Alejandro Iñárritu, une africaine, en l'occurrence la burkinabé Maïmouna Ndiaye, surnommée dans le milieu l'héroïne du cinéma africain. Sur le tapis rouge, Julianne Moore. Cannes, c'est également le rendez-vous de la polémique. Abdelatif Kechiche en a suscité une grosse avec son film Mektoub, My Love, Intermezzo. 6 ans après la Palme d'Or, puis la controverse autour de son film La vie d'Adèle, le réalisateur franco-tunisien a secoué la croisette avec son 7e long métrage, une expérience de 3h28 minutes, dont les 3 quarts se déroulent en boîte de nuit, avec une scène de 13 minutes aux toilettes, très crue sexuellement. L'autre temps fort du festival, c'était la traditionnelle soirée de gala organisée par la Fondation américaine pour la recherche contre le sida, qui depuis 1985 a investi près de 550 millions de dollars dans la recherche contre cette maladie. Les grands vainqueurs seront révélés au cours de la cérémonie de clôture qui démarrera demain dès 16h50 GMT avec l'ultime montée des marches de cette 72e édition. Arzouma Compaoré, on ne quitte pas Cannes, restons-y pour parler de Brandy, la chienne qui accompagne Brad Pitt dans Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, jouant un rôle capital dans l'intrigue du film. Cette chienne a été récompensée ce vendredi par la Palme d'Or de la meilleure interprète canine. J'ai dédié ce prix à ma formidable actrice. Brandy a réagi Quentin Tarantino en recevant la Palme d'Or Whammies lors d'une cérémonie sur la plage. Le film a particulièrement marqué le jury grâce à l'incroyable prestation du pitbull Brandy, a souligné Toby Rose, le créateur de la récompense. Et c'est par ces mots qu'on vous quitte. C'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et à vous de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. Excellent week-end à toutes et à tous.